بون غادي نشرح شويه شنو يمكن نعملوا مع بعضنا هذا العام، لان كاين شي امور كتكون غايبه عليكم، وغادي نذكر على ان شحال من واحد كيقول لك لا فيزيك ستاتيستيك شويه صعيبه لان فيها دي نوسيون de probabilité, de statistiques qu'on n'a jamais vu. C'est vrai que ce cours-là, vous l'avez vu au niveau bac, au niveau avant bac. لكن اللي غادي نحاول نفسر هنايا بان سي فري on aura besoin de ces notions de probabilité, mais des notions qui sont un peu simples, un peu faciles. يمكن نقولوا غادي نهضروا على لي كومبينيزون كونت اس كون فا لي زابليكي اكسيتيرا. هادشي كامل غادي نحاول نشرحه في دوزيام شابيتر. مي لا بروميير دي شوز Monsieur désactivité l'audio. ايوا نقول لك مشى الصوت. كنسمعوك دابا كنسمعوك ياك ايوا صافي انا نخلي شي واحد مشى الصوت ونقلب كيفاش كنمشى سي بون كنمشاو جاده واخا صافي واخا. لا مزيان تذكروني مره واذا وقع شي مشكل نشوفوها جميعا. Ok. Alors, j'ai dit que pour le premier chapitre, on va répondre à la question principale, c'est quand est-ce qu'on peut parler de la physique statistique. Je vais faire une description générale d'une manière statistique des systèmes de particules. L'image que je donne ici, elle résume un petit peu tout le cours de la physique statistique. Des petites particules qui se déplacent à des vitesses énormes, qui se déplacent dans tous les sens, et bien sûr, ils vont faire des chocs, soit des chocs entre elles, ces petites particules, soit des chocs entre les particules et la paroi. وإذا اعتبرنا بأن les particules sont dans une cuve quelconque, اللي خصنا نعرفوا بأن غير من l'image هذه on peut comprendre deux choses très importantes. La première, غادي نرجعوا شويه la thermodynamique, c'est quoi la température? La température d'un corps quelconque, c'est quoi? Jusqu'à présent, ce que vous avez étudié, la température, c'est mesurable à l'aide d'un thermomètre. On peut donner une température quelconque à l'aide d'un thermomètre. Thermomètre, bien sûr, ça dépend avec quelle échelle on travaille. L'échelle Kelvin ou l'échelle Celsius, etc. Ça nous donne la température. Mais la définition de la température, c'est quoi? C'est la première des choses à comprendre à partir de la physique statistique. La température, ce n'est que cette somme des énergies cinétiques des différentes particules. On sait très bien que chaque particule, ce qu'on voit ici sur l'image, il a une certaine vitesse. Et bien sûr, avec la masse de chaque particule, on cherche la vitesse cinétique qui est 1 demi mv au carré. Et bien sûr, si on fait la sommation de toutes les énergies cinétiques des différentes particules, et là, ça nous donne la température du corps. D'accord? Donc, la température du corps, je ne dis pas elle est égale à la somme des énergies cinétiques, mais elle est proportionnelle à la somme des énergies cinétiques. Là, on peut le voir après lorsqu'on va définir la température. Et si on définit, par exemple, là, je donne que des exemples à partir de cette image. Si on définit, par exemple, la pression, c'est quoi? La pression d'un corps quelconque, bien sûr, ce que vous avez vu en deuxième année, par exemple, que la pression, c'est la force divisée par la surface. D'accord?
Mais la pression a une autre signification. La signification réelle de la pression, lorsqu'on comprime, par exemple, un corps, lorsqu'on comprime un ballon, on n'importe, c'est cette énergie de choc entre les particules et la paroi. Plus il y a de choc entre les particules et la paroi, bien sûr, ça déprime ou ça comprime la paroi ou le corps. Donc là, on peut donner une autre définition de la pression à partir de la physique statistique. Lorsque je dis la physique statistique, je parle d'un certain nombre énorme de particules. D'accord? Ça, c'est le premier chapitre. On va donner quelques notions pour savoir quand est-ce qu'on peut appliquer la physique statistique. Où il y a des lois qui régissent quand est-ce qu'on peut appliquer soit la physique statistique, je parle pour un certain nombre de particules, qu'ils soient importants ou qu'ils soient très très fins, d'accord? Ils sont très très petites. Dans le cas où j'ai des particules, une ou deux particules qui sont très très petites, bien sûr, là, je suis obligé d'appliquer la mécanique quantique. Mais lorsque le nombre est énorme, là, je suis obligé de passer par la physique statistique. C'est pourquoi lorsque je parle de statistiquement, appliquer les statistiques, c'est appliquer la probabilité. Et lorsque le nombre est énorme, je peux pas, là dans ce cas par exemple, je ne peux pas suivre toutes les particules en même temps. Là, j'ai des millions ou des milliards de particules. Bien sûr, je ne peux pas les suivre à chaque instant et à des vitesses différentes et calculer leur énergie cinétique exacte, etc. C'est pourquoi je suis obligé de passer par les notions de probabilité. Je donne des probabilités, d'accord? Je donne des méthodes statistiques pour s'approcher de la réalité des choses. D'accord? Donc, le deuxième chapitre, on va parler des probabilités de façon générale. On va vous expliquer quelles sont les notions qu'on aura besoin dans notre cours. Et dans le troisième chapitre, on va essayer de parler de l'entropie statistique. L'entropie statistique, c'est un peu nouveau pour vous. Ce que vous avez déjà vu en deuxième année, par exemple, c'est l'entropie thermodynamique, à l'aide de la définition à partir du deuxième principe de thermodynamique qui est connu sous la forme de l'intégrale de dQ sur T. Donc, connaissant la quantité de chaleur, connaissant la température du corps, on peut calculer cette entropie. Mais cette entropie thermodynamique, c'est pas la même chose que l'entropie statistique, mais on va voir que le vrai, la définition vraie de l'entropie, c'est l'entropie statistique. Mais cette entropie statistique, elle tend vers l'entropie thermodynamique que vous avez déjà vu, dans le cas où le nombre de particules elle est énorme. Lorsque je dis énorme, ça veut dire le nombre de particules n, elle tend vers l'infini. Dans ce cas, je tombe sur le cas de l'entropie thermodynamique. J'ai l'équivalence entre l'entropie statistique et l'entropie thermodynamique. Ça donne le cas où n, j'ai un nombre de particules qui est très énorme. Ça, on va essayer de le voir ensemble dans le chapitre 3. Et bien sûr, je ne vais pas encore distribuer, au premier et deuxième chapitre. Et après, on va passer au troisième chapitre pour comprendre cette partie. Et bien sûr, dans le chapitre 4, on va parler de quelques distributions qui s'appellent les distributions de Boltzmann-Gibbs pour savoir que, par exemple, dans la nature, il y a deux types de particules. D'accord? Deux types de particules. Il y a les bosons. Tout ça, on va le voir après, ou les électrons de manière générale. D'accord? Et bien sûr, le dernier chapitre, on va voir quelques applications sur la physique statistique ou ce qu'on appelle la thermodynamique. باقي كتسمعوني ولا لا؟ وي كنسمعك صافي لان ما عرفتش واش باقي الصوت ولا ما بقاش. اوكي. Donc, comme en introduction, c'est pas très important de la réexpliquer. Je vais essayer de résumer un petit peu les choses. D'accord? La physique statistique, au début, s'appelait la thermodynamique statistique. Il y en a qui nous intéressaient au début, ce sont la théorie cinétique des gaz.
La théorie cinétique des gaz, qui a été fondée au 19e siècle par Kelvin, par Maxwell, par Boltzmann, pour donner une explication à la matière, à l'échelle atomique, ou surtout lorsqu'il s'agit des collisions entre les atomes et les molécules, pour reproduire le comportement de certaines quantités macroscopiques. Et là, je peux reprendre toujours le même exemple, dire la température ou la pression. On peut mesurer la température d'un corps, on peut mesurer la pression d'un corps, on peut mesurer l'énergie interne d'un corps, mais on ne sait jamais comment, par exemple, comment chauffer ou comment on peut faire augmenter la température ou la pression d'un corps. Autrement dit, on peut poser la question, c'est à cause de quoi la température monte, ou la pression monte, ou diminue. D'accord? Là, déjà, lorsqu'on parle de la matière, on parle d'un certain nombre de particules qui constituent cette matière. Mais pour la matière, ça peut être un liquide, ça peut être un gaz, ça peut être un solide. Qui nous intéresse est que comment donner des explications macroscopiques. Mais macroscopiques, ce sont des valeurs mesurables à l'échelle humaine. À partir donner des quantités macroscopiques à partir des quantités microscopiques. Les cas microscopiques, on ne peut pas le voir même à l'aide parfois d'un microscope. D'accord? Cette quantité macroscopique qu'on peut mesurer, comme la température, comme l'énergie, comme la pression, elle a des explications à l'échelle microscopique. Ou les explications, on peut donner en particulier les collisions entre atomes ou molécules, ou bien ces énergies cinétiques des différentes particules. Là, par exemple, je reviens à l'interprétation de la pression, qui est une mesure de la quantité de mouvement des constitués d'un gaz qui a été formalisé comme quoi ce sont les énergies de choc entre les particules et la paroi. Bien sûr, il faut distinguer entre la thermodynamique et la physique statistique. La thermodynamique, comme vous l'avez déjà vu, elle est basée sur 3 principes, qui est le premier principe, le deuxième, le troisième. D'accord? Et on ne peut parler de ces principes de la thermodynamique que si on est en équilibre. Et l'équilibre thermodynamique, bien sûr, il est défini par l'équilibre thermique, l'équilibre mécanique et l'équilibre chimique. Lorsque je dis l'équilibre mécanique, thermique, où la température est constante. Je ne peux pas étudier un corps lorsqu'il est en évolution. On doit avoir un équilibre thermique. La température reste constante. Dans ce cas, je parle d'un équilibre thermique. Et bien sûr, l'équilibre mécanique, c'est-à-dire lorsque je dis mécanique, il n'y a pas de mouvement. Et le mouvement, je peux l'expliquer par une stabilité de la pression. Ça veut dire que pour tout point de ce corps, la pression est la même. Je ne peux pas avoir la pression en haut qui est différente de la pression en bas. Dans ce cas, il y aura un mouvement. S'il y a un mouvement, donc il n'y a pas d'équilibre. Donc la deuxième condition pour avoir un équilibre thermodynamique est que je dois avoir un équilibre thermique. Toutes les températures des différents points sont les mêmes. Un équilibre mécanique, tous les points ont la même pression. Et bien sûr, un équilibre chimique. Lorsque je dis un équilibre chimique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange thermodynamique. D'accord? Il n'y a pas d'échange.
Et les premières extensions de la physique statistique, ils ont été introduits en expliquant quelles propriétés électriques et magnétiques de la matière. D'accord? Alors là, je donne dans ce tableau un exemple lorsqu'on passe de la physique microscopique à la physique macroscopique. Lorsque je dis la physique macroscopique, je parle d'une échelle de l'énergie qui est de l'ordre d'un joule. Et là, je commence par parler d'une physique macroscopique, une énergie que je peux mesurer, d'accord? Qu'elle est mesurable, que je peux même toucher, d'accord? Et bien sûr, les dimensions pour la physique macroscopique, ce sont des dimensions à partir d'un micromètre jusqu'à 1 mètre, que je peux avoir par le toucher ou par l'œil, etc. Et bien sûr, la physique microscopique, je ne peux parler de la physique microscopique que si les dimensions d'un corps quelconque sont inférieures à 1 micromètre, par exemple de l'ordre d'un angstrom, de 10-10 mètres, et avec des énergies qui sont très très faibles, de l'ordre d'un électron-volt. C'est un électron-volt, c'est 1,6 10-19 joules. 1 sur 10 milliards de joules. La première raison pour passer du microscopique au macroscopique, lorsque je veux calculer des valeurs mesurables d'une manière macroscopique, je peux passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Ce passage qui est compréhensible mathématiquement, lorsqu'on applique la loi de Poisson, qui est très connue en mathématiques, qui dit que delta E sur E, elle est à peu près égale à racine de 1 sur n. Delta E, c'est quoi? Delta E, ce sont les fluctuations. Autrement dit, ce sont les erreurs qu'on peut commettre sur l'énergie. Et l'erreur, le delta E sur E, c'est l'erreur absolue. Pardon, l'erreur relative. L'erreur absolue, c'est delta E, ou delta E sur E, c'est l'erreur absolue. Lorsque vous avez fait, par exemple, des TP, à partir d'un ampère-mètre ou un voltmètre, qui nous intéressait, c'est l'erreur relative. À l'échelle l'erreur relative. Lorsque je fais des mesures sur un voltmètre, par exemple, jusqu'à 1 volt, bien sûr, l'erreur que je trouve, je ne peux pas dire c'est 0,5 volts ou 0,8 volts, mais c'est une erreur qui est logique. C'est pourquoi, au lieu de dire l'erreur que je peux faire, وإذا حسبت 1 فولت يعني كان 1 تيري مثلا 0,1 فولت ولا حسبت 100 فولت كنعمل 1 تيري 0,1 volt, c'est pas la même chose. Lorsque je fais des mesures de 1 volt maximum, c'est pas la même chose que je fais des mesures sur un appareil de 100 volts. Lorsque je parle d'une erreur relative delta E sur E, ملي كنشوف voltmètre كنجبروا une erreur relative par exemple de 1,5%. Sur chaque 100 volts, je peux avoir une erreur relative de 1,5. Les mesures de 50, donc c'est 0,75 comme erreur. Qui nous intéresse ici, que cette erreur relative, elle est proportionnelle à racine de 1 sur 1. C'est quoi n? N, lorsque je parle d'un corps quelconque, c'est le nombre de constituants du système, ou bien le nombre de particules de ce système. Mais quand on parle le nombre de particules, le particule, elle est énorme. Le nombre de particules, elle est énorme si je parle d'un gaz quelconque ou d'un liquide quelconque. Une racine de 1 sur n, je peux donner un exemple simple comme je l'ai donné ici pour approcher un petit peu les idées. Je prends 1 millimètre cube de gaz. Où je sais que dans un volume de 22,4 litres,
il y a le nombre d'Avogadro de particules. D'accord? Les 3, 10 puissance 3,16, 10 puissance, je crois, 29 particules. Si je prends 1 mm3 de gaz, il y a environ 3, 10 puissance 16 particules. Les 3, 10 puissance 16, des milliards et des milliards. Donc, les fluctuations de l'énergie, l'erreur que je peux trouver sur l'énergie, par exemple l'énergie cinétique totale, dans ce cas, si j'applique la loi de Poisson, delta E sur E est à peu près égal à racine de n sur n. Et une racine de n, c'est 10 puissance 8 sur 3 10 puissance 16, 10 moins 8. L'erreur que je peux commettre sur la mesure de l'énergie cinétique totale pour 1 mm3 de gaz dans l'échelle microscopique est de 10 moins 8. Donc 10 moins 8, c'est presque 0. D'accord? Ça veut dire que c'est une erreur qui est négligeable. Autrement dit, je peux appliquer la loi de Poisson dans ce cas-là et dire que l'énergie cinétique que je peux trouver à l'aide de cette formule, elle est exacte. D'accord? Elle est exacte. L'erreur que je peux commettre, elle est très très faible, de l'ordre de 10 moins 8. Parce que delta E sur E est égal à 10 moins 8. Alors là, on va voir comment décrire statistiquement les systèmes de particules. Maintenant, on sait que là, je donne un exemple simple pour passer du monde macroscopique au monde microscopique. Le monde macroscopique qui nous est familier, et je parle d'un monde à l'échelle du mètre. Elle a une table, une tasse, une sous-tasse, etc. Dans l'échelle humaine. Dans l'échelle humaine, bien sûr, c'est cette table, cette tasse, etc. Pour nous, ils sont stables, ils sont en équilibre. Pas de mouvement. Mais si je parle du monde microscopique, le monde à l'échelle du micron, à l'échelle microscopique, je remarque que ces tasses microconiques, ont des dimensions de microns, et ces sous-tasses, etc., elles sont toujours en mouvement. Ils bougent toujours. D'accord? Ils bougent toujours. Et pour les maintenir fixes, il faudrait leur exercer une force. On a l'échelle Kelvin, c'est quoi l'échelle Kelvin? L'échelle scientifique. Le troisième principe, le troisième principe de thermodynamique, il dit que tant que la température en degrés Kelvin est supérieure à 0, il y a un mouvement. D'accord? Le mouvement, on dit qu'un système il est mort, d'accord? Il est immobile lorsque la température est égale à 0 Kelvin. Tant que la température est supérieure à 0 Kelvin, il y a toujours un mouvement. On va dire que la température. Puisque le mouvement, ou l'agitation, ce qu'on appelle aussi l'agitation thermique, plus l'agitation thermique est importante, plus la température augmente. Je peux dire que pour des températures assez faibles, de l'ordre de 10 Kelvin ou 20 Kelvin, que l'agitation est très très faible. Plus l'agitation thermique, l'écart pour l'agitation thermique, c'est le mouvement des particules. Plus les mouvements des particules sont intenses, sont importantes, plus la température augmente. Donc, je peux dire qu'à l'échelle microscopique, il y a toujours des mouvements. D'accord? Il y a toujours des mouvements. Tant que la température Kelvin, là, je parle bien de la température scientifique, Kelvin, est supérieure à 0, il y a toujours un mouvement. Lorsqu'on a des tables microscopiques ou des tasses microscopiques, il y a toujours des mouvements. Il y a toujours des mouvements dans tous les sens. D'accord? Par contre, dans le monde macroscopique, on remarque que la table elle est fixe, tout est en état stable, etc. Lorsqu'on parle d'un corps qui est, on dit, un corps stable thermodynamiquement, la température elle reste constante, la pression reste constante, mais
en réalité, il y a toujours des mouvements. Il y a toujours des mouvements à l'intérieur. D'accord? Et lorsque je dis que la température, c'est la somme de toutes les énergies cinétiques et elle reste constante à l'équilibre thermodynamique, ça ne veut pas dire que les vitesses sont nulles. Mais ça veut dire que la somme des vitesses, la somme moyenne des vitesses est égale à zéro. Il y a des vitesses qui vont dans un sens, des vitesses qui vont dans l'autre sens, etc. Mais lorsqu'on fait la somme de toutes les vitesses dans tous les sens, on parle d'une vitesse moyenne qui est égale à zéro. Mais les vitesses, il existe toujours. D'accord? Il existe toujours. Il y a toujours des mouvements. Alors, si on prend l'exemple où il y a des petites particules microchroniques, je peux prendre l'exemple des grains de pollen, etc. Je peux parler de la poussière. Et si je peux donner un exemple d'un verre d'eau dans lequel il y a de la poussière, on essaie de les voir à l'échelle microscopique, on voit toujours que cette poussière, elle va dans tous les sens. Comme si un vent aléatoire soufflait à ces échelles. Mais là, on peut parler d'un mouvement aléatoire. Aléatoire, ashwa'i, dans tous les sens. D'accord? Il n'y a pas une loi qui définit que cette particule doit aller dans ce sens avec telle vitesse, l'autre dans l'autre sens avec l'autre vitesse, etc. C'est ça la nature des choses. D'accord? C'est ça la nature. Mais cette la nature, normalement, il est défini par des lois statistiques qu'on peut définir à l'aide des lois statistiques. D'accord? On peut donner des probabilités, ou c'est à partir de quelques lois de la physique statistique qu'on peut comprendre mieux comment on peut, à partir de l'échelle microscopique, on peut comprendre comment faire la mesure des grandeurs macroscopiques. Alors là, je peux prendre l'exemple d'un verre de quelques centilitres d'eau dans les conditions normales. Les conditions normales, la température du laboratoire, à la pression atmosphérique, etc. Et bien sûr, ces quelques centilitres d'eau sont constitués d'un certain nombre de particules. Ils sont des milliards de particules qui tournent, qui vibrent, qui se déplacent dans tous les sens, bien sûr avec des vitesses énormes. Et chaque fois, il y a des chocs entre soit les particules et les particules, soit entre les particules et la paroi. Il est bien sûr impossible de suivre ces molécules d'eau indépendamment. Je ne peux pas marquer une particule, la particule 1 ou la particule rouge, etc. Et je vais suivre son évolution dans le temps. C'est impossible. Avec les vitesses avec lesquelles il bouge, c'est impossible de suivre l'évolution des particules une par une. Et de connaître, bien sûr, l'état microscopique du système. Mais pour le verre d'eau au repos, si on prend un verre d'eau au repos à l'équilibre, il suffit de connaître les 4 propriétés thermodynamiques macroscopiques des fluides, qui sont le nombre de particules. Mais quand on parle le nombre de particules, je peux parler en même temps du nombre de moles. Ou là, la masse totale. Il y a une liaison entre le nombre de moles, la masse totale, le nombre de particules. C'est à partir toujours du nombre d'Avogadro. On peut calculer aussi, ou la connaître, le volume V occupé par le système. Je peux connaître la pression P du liquide en définissant ce qu'on appelle les chocs des particules sur la paroi. Et bien sûr, la température T, soit de la mesurer directement avec un thermomètre, soit la mesure de l'agitation des particules, et autrement dit, leur énergie cinétique.
Connaissant la somme de toutes les énergies cinétiques, de toutes les particules, bien sûr, je peux calculer la température du corps ou du système. Généralement, on a deux images distinctes du verre d'eau de 10 centilitres. Par exemple, je prends un verre de 10 centilitres d'eau. Dans l'une, je peux parler d'un certain nombre de particules à peu près égal à 3,3 10 puissance 24 particules qui virent, qui vont dans tous les sens, qui s'agitent dans tous les sens en faisant des collisions incessantes. Et dans l'autre, l'échelle microscopique, il y a un certain nombre énorme de particules qui vont dans tous les sens avec des vitesses énormes. Et dans l'autre, dans le monde macroscopique, on a un fluide au repos. Je prends un verre d'eau de 10 centilitres, bien sûr, pour moi, il est au repos. J'ai donné deux exemples ici pour des molécules diatomiques, soit l'oxygène O2, soit l'hydrogène H2. Si la température Kelvin, elle est de l'ordre de 273 Kelvin, la vitesse des molécules d'hydrogène, elle atteint 1846 mètres par seconde. Si la température est de l'ordre de 6000 Kelvin, il peut atteindre les vitesses des molécules d'hydrogène 8653 mètres par seconde. 3,6 pour avoir la vitesse en kilomètres par heure. La même chose pour les molécules d'oxygène, pour une température de l'ordre de 273, elle est de l'ordre de 653 mètres par seconde, qui peuvent atteindre, pour une température de 6000 Kelvin, 3059 mètres par seconde. Déjà, pour avoir une idée sur les vitesses énormes des molécules, pourquoi j'ai pris l'exemple de H2O2, je parle de l'eau. D'accord? Je parle de l'eau, qui est constituée par l'hydrogène et l'oxygène. L'image que j'ai donnée ici, juste pour savoir comment s'agitent les molécules d'eau, que ce soit l'oxygène ou l'hydrogène, avec des vitesses énormes, ils vont dans tous les sens, et chaque fois, il y a des chocs entre les particules et les parois, etc. Donc, l'objet de la thermodynamique est de décrire les objets du seul point de vue macroscopique à partir de quantités comme la fonction d'état, comme l'énergie interne, comme l'entropie. C'est l'objet de la thermodynamique. Ce que vous avez déjà vu en thermodynamique, c'est de comprendre l'état d'un système et de calculer sa fonction d'état comme l'énergie interne, comme l'entropie, etc. À partir des grandeurs thermodynamiques qui sont la température, le volume, la pression et parfois la concentration, etc. Le nombre de moles. Alors, l'objet de la mécanique statistique est d'expliquer les propriétés macroscopiques à partir des propriétés microscopiques des constitutions du système. Donc, c'est ça le but de la mécanique statistique. Les données qu'on connaît déjà à l'échelle macroscopique, comment on peut donner des explications à partir des propriétés microscopiques. Ce qu'on va essayer de voir dans ce cours. Ces deux théories concernent essentiellement des systèmes qui, laissés à eux-mêmes, n'évoluent plus de manière macroscopique. On dit qu'ils sont à l'équilibre thermodynamique. C'est bon, Mazat, ça c'est bon. Alors, bien sûr, j'ai dit qu'à l'équilibre thermodynamique, on peut calculer des grandeurs physiques, comme la pression, le volume, la température, mais ces grandeurs physiques, ils n'ont pas d'explication. Dans l'échelle macroscopique, j'ai pas d'explication. Je sais que la température, lorsque je chauffe, il monte, lorsque je refroidis, il diminue, mais je peux pas l'expliquer. Que si je passe de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique.
Je passe à étudier les différentes particules du système. Alors, ce qui est absolument crucial à retenir, ce qu'on doit retenir pour l'instant, est le concept de fluctuation aux petites échelles. Les fluctuations, ce sont, on peut l'appeler aussi le bruit. Plus l'échelle est faible, plus les fluctuations prennent de l'importance. Lorsque je dis que lorsque je parle d'une échelle un peu importante, à l'échelle humaine, les fluctuations, à partir de ce qu'on appelle l'agitation thermique, l'agitation thermique, elle existe toujours. Ce qu'on appelle aussi la fluctuation thermique, elle existe toujours. D'accord? Lorsque je suis dans l'échelle importante, une échelle humaine, ما كنحسوش بهاد les fluctuations. Mais plus l'échelle est faible, plus les fluctuations sont importantes. Lorsque je mesure des énergies, par exemple de l'ordre de joule, etc., je ne peux pas prendre en considération ces fluctuations. Elles sont très très faibles. Dans l'échelle macroscopique, ils sont très très faibles. Mais si je diminue dans l'échelle microscopique, si je veux mesurer des électronvolts, etc., l'échelle peut influencer, les fluctuations, ils peuvent influencer le résultat. Il existe toujours ce qu'on appelle le bruit de fond, ou les fluctuations thermiques, ou l'agitation thermique. Il existe toujours. En général, pour tous les phénomènes physiques qu'on en observe, les fluctuations sont toujours présentes. Il y a toujours une agitation. Tant que, comme j'ai dit tout à l'heure, tant que la température scientifique est supérieure à zéro, il y a un mouvement ou une agitation thermique. Là, je peux prendre l'exemple d'une résistance électrique qui n'est pas connectée à une source quelconque. Alors, nous savons que la tension en bord d'un circuit doit être nulle. Quand on a une résistance électrique n'est pas connectée à une source d'énergie, une différence de potentiel, bien sûr, si je mesure la tension en bord de ce circuit, de cette résistance électrique, normalement, je dois trouver qu'elle est égale à zéro. Si, dans le cas où on branche à cette résistance électrique un voltmètre qui est suffisamment précis, un voltmètre suffisamment précis, qui peut même mesurer des différents potentiels très très faibles. Nous allons constater que la tension aux bornes, les différents potentiels aux bornes de cette résistance, elle n'est pas nulle, mais elle fluctue constamment autour de la valeur zéro. Elle peut donner des valeurs de plus ou moins 1 ou 2 ou 10 électrovolts. D'accord? Donc, il existe, ça veut dire, même si cette résistance électrique n'est pas connectée à une source d'énergie, on peut, à l'échelle microscopique, avoir une certaine différence potentielle, mais très très faible, à cause de l'agitation thermique. Et puisque ce fil ou cette résistance électrique il est soumise à une certaine température, bien sûr, là je parle d'une certaine fluctuation thermique ou une agitation thermique. Et si je mesure cette différence potentielle à l'aide d'un voltmètre qui est très très précis, je peux trouver des valeurs qui fluctuent, qui fluctuent autour de la valeur zéro, qui atteint moins, plus quelques électronvolts. Le microvolt. D'accord? La même chose pour la caméra numérique. Donc, la caméra numérique, plus elle a des pixels de l'ordre des microns, plus elle donne des images qui sont très très nettes. D'accord? Quand je vois des caméras, il y a 1 gigapixel ou 1 mégapixel, etc. Le nombre de pixels elle est important, plus l'image elle est nette. C'est pourquoi les caméras des astronomes, d'une manière générale, ils coûtent très très cher. Ce n'est pas à cause du nombre des pixels,
mais à cause des circuits électroniques qu'il faut développer pour réduire ce bruit thermique. Le but, c'est réduire, on ne peut pas annuler le bruit thermique, mais de les réduire d'une manière très, très importante pour réduire ces fluctuations thermiques, pour avoir ces images qui sont très, très nettes, même à des distances très importantes. Notons par ailleurs que l'amplitude des bruits, elle est fonction croissante de la température. Plus la température est importante, plus le bruit, ou l'amplitude du bruit, elle est importante. Et les circuits des caméras coûteuses sont maintenus à de faibles températures. On essaye à l'aide des circuits électroniques pour refroidir un petit peu ces caméras et pour diminuer le bruit thermique. Et là, bien sûr, comme la thermodynamique, elle est basée sur trois principes. La mécanique statistique, elle est basée sur deux postulats. Et là, je vais arrêter lorsque je vais parler de postulats. Alors, la physique statistique est fondée sur des postulats qui permettent de comprendre un grand nombre de propriétés des corps macroscopiques à partir des propriétés des constitutions microscopiques. La thermodynamique est aussi basée sur des postulats qui sont appelés les principes de la thermodynamique, qui s'occupent des propriétés macroscopiques des corps. Avec la thermodynamique, on ne s'occupe que des propriétés macroscopiques qui sont mesurables. Et on attend l'équilibre thermodynamique pour les mesurer. Par contre, la physique statistique est une science qui est plus complète que cette dernière. Il comprend même les trois principes de la thermodynamique. Alors, le premier postulat, il dit que, de la physique statistique, il dit que pour un système isolé à l'équilibre, si je prends un système quelconque isolé, les systèmes qu'on peut avoir dans la nature sont trois types de systèmes. Le système isolé, il n'y a pas de contact avec l'extérieur, il n'y a pas d'échange que de l'échange de la matière, l'échange de l'énergie avec l'environnement. Il y a le système fermé, on peut changer que l'énergie, jamais la matière. Il y a bien sûr le système ouvert, on peut les changer les deux. Alors, si je prends un système isolé qui ne change rien avec l'extérieur, avec l'environnement, ni l'énergie, ni la matière, et il est à l'équilibre macroscopique. Là, je reviens à l'équilibre thermodynamique qu'on a déjà défini, par l'équilibre thermique, l'équilibre mécanique et l'équilibre chimique. Tous les états microscopiques accessibles sont équiprobables. Et si je prends ce système qui est constitué d'un certain nombre de particules, les états microscopiques sont équiprobables. Ils ont la même probabilité d'avoir la vitesse telle, d'avoir l'énergie telle, etc. Il n'y a pas de logique qui peut me dire que cette particule peut avoir plus d'énergie que l'autre particule ou plus de vitesse que l'autre particule, ainsi de suite. Le premier postulat dit que tous les états microscopiques accessibles doivent être à la même probabilité d'avoir une énergie quelconque, une vitesse quelconque, etc. Deuxième postulat qui est très important aussi, il dit que la moyenne dans le temps d'un paramètre quelconque, je prends un paramètre quelconque, par exemple la température ou l'énergie ou n'importe, la moyenne dans le temps, et si je prends sur un certain nombre de secondes ou n'importe, je calcule la moyenne dans le temps. Pour la première seconde, j'ai la mesure de ce paramètre, la deuxième seconde, j'ai la mesure de ce paramètre, etc. Si je calcule la moyenne dans le temps d'un paramètre quelconque, ça va être égal à la moyenne de ce paramètre prise sur un ensemble de systèmes. Comme si je prends un système qui constitue d'un certain nombre de particules, et chaque particule, je calcule ça, je mesure ce paramètre-là, que ce soit la température, l'énergie ou n'importe,
Si je calcule la moyenne de ce paramètre prise sur un ensemble de systèmes, c'est un ensemble de particules par exemple, ça va être égal à la moyenne dans le temps de ce paramètre de ce système. D'accord? Donc, je m'arrête ici en expliquant ces deux postulats et Inch'Allah, le mercredi prochain, on va continuer le cours. Bien sûr, si vous avez des questions, on peut les traiter ensemble. Vous pouvez m'envoyer les questions et je peux le réexpliquer avant d'entamer la suite du cours. Et merci de votre attention. Monsieur, نعم. فقط يبداو لي تيدي. وبعدا ندوزو للشابيتر ديال البروبابيليتي ونبداو بالتيدي. ندوزو للدوزيام شابيتر on va commencer par les TD. OK. كيكونوا دو سيونس بار سيمين ولا غير ان سيونس؟ Normalement, 2 séances. Je crois mercredi et samedi. Merci. ولكن إذا تجمعوا un seul jour غادي نشوف. D'accord. OK. Allez, merci.